Bonjour à tous et bienvenue à la première table ronde qui ouvre cette journée qui va être très certainement super intéressante. Je voudrais d'abord remercier aux organisateurs de nous avoir permis d'être là et de faire partie de ce merveilleux projet. Pardon. Et nous allons commencer cette table ronde qui va porter sur la vie des formes et formes du vivant, la morphogénèse comme champ d'études transdisciplinaire. Je vais commencer par introduire les participants à cette première table ronde. Donc j'ai à ma gauche Amélie de Beaufort, qui est artiste et enseignante à l'Académie de Beaux-Arts de Bruxelles. À ma droite, Vincent Fleury, physicien, directeur de recherche au CNRS et faisant partie du laboratoire Matière et Systèmes Complexes à Paris. Et enfin, nous avons Xavier Cobit, enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille, faisant partie de l'Institut de biologie du développement. Et moi-même, Simona Bodea, physicienne, enseignante à l'Université d'Aix-Marseille et chercheuse à l'Institut de recherche des phénomènes hors équilibre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais préciser que nous allons parler de la morphogénèse au sens large du terme. On va l'entendre comme la naissance de toute forme, qu'elle soit générée de manière spontanée dans la nature, dans un laboratoire par les scientifiques, ou qu'elle résulte d'un processus artistique, qu'elle appartienne au monde de l'inerte ou le monde du vivant. Nous nous sommes mis d'accord pour faire chacun une petite introduction, une petite présentation pour parler de la morphogénèse dans notre propre champ disciplinaire ou dans notre champ de recherche. Ensuite, on va essayer de discuter un petit peu autour de ça entre nous. Et en fin de table ronde, on va donner la parole à vous. Donc, on va vous donner la parole. Donc, on va prendre vos questions, on va essayer de répondre. Il me revient l'honneur de commencer cette présentation. Je vais commencer par vous dire que moi je m'intéresse aux formes dans le monde inerte. Si on regarde autour de nous dans la nature, on est tout de suite émerveillé par la diversité des formes qu'on y rencontre. Si on regarde encore de plus près, on voit qu'il y a des formes qui se ressemblent énormément. Est-ce que ces ressemblances viennent du fait qu'on peut trouver peut-être à l'origine de ces formes les mêmes mécanismes de formation ou pas? C'est à ça que en fait, certains physiciens ont essayé de répondre. Alors, tout particulièrement, si on regarde autour de nous, on remarque une forme qui est très répandue, qui est la forme ramifiée arborescente. Alors, si on dit forme arborescente, on pense tout de suite au végétal, c'est-à-dire arbre, forme ramifiée. Mais bien évidemment, cette forme existe aussi dans le monde animal, comme le montre, alors je ne sais pas si vous voyez la deuxième figure tout en haut, qui est un neurone rétineux, ou alors juste en dessous, un réseau vasculaire d'un embryon de poulet, ou tout simplement une gorgone pareil tout en dessous. Alors cette forme se rencontre également dans le monde inerte, comme peut le montrer tout au... Je ne sais pas comment montrer, je ne sais pas si on voit le curseur, non. Tout à droite en haut, on voit la forme d'un éclair lors d'un orage, ou alors on peut penser à la croissance cristalline comme le montre l'exemple d'un flocon de neige ici. Alors si on regarde ces formes et qu'on part de cette observation et on s'est dit est-ce qu'on peut faire plus que les observer, on va se dire est-ce que on peut étudier ces formes et si on arrive à comprendre les mécanismes qui amènent, qui sont à l'origine de certaines de ces formes, est-ce qu'on peut étendre ce raisonnement, est-ce qu'on peut faire une analogie et essayer d'expliquer des formes qui proviennent du vivant. Alors, cette voie a été, on va dire, un peu tracée par Darcy Thompson,
qui disait dans l'introduction de son livre en Growth and Form, depuis toujours, le nombre de chercheurs en quête des différences ou des oppositions fondamentales entre les phénomènes organiques et inorganiques, de ce qui sépare l'animé et l'inanimé, a dépassé de loin ceux dont l'attention était plutôt retenue par la recherche de principes communs ou de similitudes essentielles. Et même si leur importance est indéniable, les contrastes et les différences ont toujours eu tendance à prendre trop d'importance aux yeux des hommes. Donc le physicien essaye toujours de trouver peut-être des universalités, des principes communs qui pourraient s'appliquer à des systèmes qui peuvent être divers. Et j'ai choisi aussi un autre paragraphe de cette introduction de Darcy Thompson. Notre désir est de comprendre, du moins dans certains cas, comment expliquer par des considérations physiques les formes des organismes vivants et de leurs parties constitutives. Notre but est également de prendre conscience qu'en général, aucune forme organique ne peut exister à moins d'être conforme aux lois des sciences physiques et mathématiques. Alors, en partant de ces idées, si on considère que la forme ramifiée arborescente peut être universelle et qu'elle peut être générée peut-être par les mêmes mécanismes, on va bien évidemment commencer à l'étude de ces formes par celles qui sont générées dans des systèmes inertes. C'est pas parce qu'elles sont très simples, mais parce qu'elles sont quand même plus simples que celles qui apparaissent dans le monde vivant. Fort de ces considérations, les physiciens ont commencé à étudier en laboratoire, ont commencé à générer des formes et je vous présente ici trois systèmes qui sont considérés peut-être comme modèles, qui font partie de la même classe qu'on appelle en physique la croissance limitée par la diffusion. On peut parler de la solidification. Donc la solidification est le processus pendant lequel un matériau dans sa forme liquide est contraint à se solidifier, à changer d'état. La digitation visqueuse, lorsqu'on injecte un fluide qui est moins visqueux dans un fluide plus visqueux, par exemple de l'air dans l'huile. Et l'électrodéposition, qui consiste à plonger deux électrodes dans un bain rempli d'ions métalliques. Et en appliquant un courant électrique, ces ions vont venir se déposer, vont se transformer en atomes métalliques à une des deux électrodes. Alors, à partir de ces systèmes, on peut voir que toutes ces formes résultent d'une croissance, d'un processus de croissance. Et qu'en fait, on parle toujours d'une séparation en fait, entre deux milieux. Il y a toujours un milieu qui croît au détriment de l'autre. Et on peut comprendre ces formes comme une dynamique de cette interface qui sépare les deux milieux. Alors, sans rentrer dans les détails de ces croissances, si on écrit, on peut aussi écrire les équations mathématiques qui vont gérer la croissance dans ces systèmes, et on se rend compte que pour ces trois systèmes que j'ai donnés comme exemple ici, elles sont très similaires. On peut essayer de résoudre ces équations, mais leur résolution est très difficile. Mais numériquement, si on arrive à résoudre ces équations, on peut montrer qu'effectivement, elles donnent naissance à ces formes. Alors, si on se dit ça, donc on remarque que trois systèmes physiques qui sont quand même assez différents génèrent des formes qui sont relativement similaires, qui ont, on peut, comment dire, trouver une similarité donc, entre les mécanismes de croissance qui sont à l'origine de ces formes. Est-ce qu'on peut se permettre de porter ce raisonnement à la compréhension des formes du vivant? Et sans trop de transition, je vais donner la parole à Vincent Fleury qui, lui, s'est intéressé à cette question. Oui, donc je vais rebondir sur ce que vient de dire Simona. Donc, les gens ont observé qu'il y avait des systèmes arborisés en physique qui étaient assez faciles à obtenir, bien qu'ils soient très compliqués, et que c'était assez général à leur mode de croissance. Assez naturellement, on a pensé que peut-être ça s'appliquait aux vaisseaux sanguins,
Et là, on s'aperçoit quand on regarde un organisme, donc ça c'est, j'ai pas noté le nom, mais c'est un médecin suisse de Berne qui fait ce genre de choses, c'est des moulages de vaisseaux sanguins, et on s'aperçoit que une forme assez générale, peut-être tout le monde a en tête ce que c'est qu'un vaisseau sanguin, en fait, il y a une sorte de plasticité déjà, c'est que les formes s'adaptent dans le vivant, sont plus plastiques, dépendent de leur contexte. Donc, est-ce qu'il existe un mécanisme pour faire des vaisseaux sanguins? Est-ce qu'ils ont une forme? Ou est-ce que leur forme est très labile, disons, et dépend beaucoup du contexte? Donc là, c'est le corps avec tous ses organes. Là, vous avez le cerveau, le cœur, les bras. Alors, effectivement, les physiciens ils cherchent à simplifier, et on a de la chance, c'est que dans les embryons, il y a une sorte d'organisme plus simple. Alors, si vous avez vu, voilà, ce que vous voyez, c'est au centre, vous voyez se développer l'embryon, qui va faire ce corps avec tous ces vaisseaux très compliqués, mais il a le bon goût d'avoir un espèce d'organe extérieur qui est une pure galette, c'est rond, donc ça présente un peu les mêmes conditions limites que les images que vous avez vues précédemment, c'est-à-dire c'est un rond plat, et là on voit la quintessence, disons, de la formation du système vasculaire, hein, c'est une journée de formation du système vasculaire, c'est un organe qui est assez proche du placenta des mammifères, et on retrouve en fait dans ce système des paramètres physiques et un mécanisme physique qui est très proche de ce qu'on a vu précédemment, et en réalité c'est le liquide sanguin qui en quelque sorte creuse les vaisseaux, et l'arborisation résulte d'un façonnage par le liquide qui circule dedans, qui n'est pas une idée très intuitive. Alors, comment on passe d'un organe simple à un organe compliqué? Alors, il y a un intermédiaire aussi, qui est un deuxième organe. Vous voyez, je vous ai montré un organe plat. Alors maintenant, cet organe plat, il est là dans le fond. Il est dans le fond, l'organe plat. Vous voyez se développer l'embryon. On commence à deviner en noir sa vasculature, qui est assez compliquée. Et il a un autre organe qui est sphérique, qui ressemble un peu à un œil, c'est une sorte de vessie. Et on voit que sur un organe sphérique aussi, un mécanisme semblable de morphogénèse va avoir lieu, qui est suffisamment plastique pour s'adapter à l'embryon. Donc ça, c'est la suite, hein, l'embryon grandit, 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 les vaisseaux sanguins deviennent de plus en plus grands et ressemblent à l'image que peut-être vous avez des vaisseaux sanguins. Alors le travail des physiciens, c'est d'aider les biologistes dans ce genre de système et d'essayer de comprendre la vasculature. Donc nous, on échafaude des dispositifs pour essayer de voir le mieux possible. Donc typiquement, je vais vous montrer ce qu'on fait. Alors le but, c'est de comprendre comment l'écoulement fabrique la tuyauterie. Vous voyez, c'est un problème de plomberie molle. Donc là, vous voyez la plomberie. Alors en fait, vous ne voyez pas la plomberie. La seule chose que vous voyez, c'est les globules rouges. Et donc, on va faire quelque chose que les artistes peuvent facilement comprendre. On va faire un moulage, mais au lieu de faire un moulage en injectant de la colle, comme ce médecin suisse, on va faire l'intégrale de tous les globules qui sont passés. On compte les globules, et partout où un globule est passé, on met un point noir. Et le résultat, en blanc en l'occurrence, et à la fin, on récupère l'image de la vasculature. D'accord? Donc vous voyez, ce n'est pas évident, c'est qu'il y a déjà une sorte d'initiation, il faut rendre visible l'invisible. Et ça, c'est un moulage à l'instant T. Et une fois qu'on a fait ça, on peut le faire en fonction du temps. Voilà. Et donc ça va être quelque chose comme 3 jours de développement. On va faire des time-lapse. Donc les jeunes aujourd'hui connaissent très bien ça, les time-lapse. Et donc on voit effectivement qu'il y a une plasticité. Et ça fait toucher du doigt une autre chose, c'est que dans le vivant, les formes dépendent du temps, en fait. Peut-être elles ne sont jamais complètement arrêtées dans leur devenir. Et typiquement, les vaisseaux sanguins, il n'y a pas d'état d'équilibre. Ça change constamment. Et alors ce que vous voyez là, c'est cette espèce de ballon qui gonfle, il s'étire, et donc toute la vasculature dépend du phénomène lui-même, des conditions limites, de l'élasticité et de l'écoulement dedans, que vous ne voyez plus, puisqu'il est en quelque sorte intégré.
Voilà, alors je ne vais pas être beaucoup plus long que ça. On peut faire des études. Oui, on peut par exemple rentrer à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Hein. Voilà, donc ça va illustrer une autre question. C'est la question de l'échelle. C'est-à-dire que quand on regarde une forme, mettons une statue, on ne va pas regarder de très près la surface du marbre. Encore qu'il y a des artistes qui font ça maintenant, hein, qui font des espèces de zoom et qui regardent les œuvres à des échelles différentes. C'est une chose aussi, une question qu'on peut se poser. L'échelle des formes, est-ce que les formes sont les mêmes à toutes les échelles ou pas? Et puis je vais juste finir sur un artiste quand même. Donc ce que vous avez vu, c'est qu'il y a une espèce de grande dilatation comme ça qui fabrique les vaisseaux sanguins. Donc quand on fait des images des vaisseaux sanguins, voilà, la structure qu'on voit, c'est ça. Je ne sais pas si c'est très net. Vous voyez, c'est extrêmement complexe. Ça représente 1/4 de millimètre d'un tissu. Hein. Donc s'il y a un trou là-dedans, vous avez un hématome, ou même vous êtes mort, si c'est au cerveau. Vous avez ça partout dans votre corps, et mis bout à bout, ça fait 2 ou 3 fois le tour de la Terre, hein, les vaisseaux sanguins. Voilà. Alors pour comprendre cet entrelacement, on a étudié cette variation au cours du temps, et on a découvert une chose tout à fait surprenante, c'est l'effet Vasarely. C'est-à-dire que vous avez cet artiste dans les années 70 qui a fait beaucoup de toiles qui étaient basées sur une espèce de dilatation. Alors peut-être les jeunes ne connaissent pas Vasarely, parce qu'il est peut-être passé un peu de mode. Mais les gens de ma génération, on a été saturés de Vasarely. Il est connu ici parce qu'il y a un musée. Ah, il y a la fondation Vasarely à Aix. Donc je remercie le petit-fils de Vasarely qui m'a autorisé à publier cette image dans l'article, très gentiment. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que la raison pour laquelle les vaisseaux sanguins, ce n'est pas exactement comme de la physique, c'est que la physique... Pardon, oui, il y avait des images avant. La physique, c'est très raide. Et le vaisseau sanguin, le vivant, c'est très élastique, très souple. Et au sein de cette souplesse, il y a une croissance qui provoque des petites croissances localisées. C'est comme des petites cloques partout. Ça pousse de façon comme des petits pois. Et chaque vaisseau sanguin, en poussant, il fait autour de lui une petite dilatation, comme dans les tableaux de Vasarely. Ça repousse le voisinage. Et ce que vous avez vu dans les films, cette espèce de danse de vaisseaux qui s'écartent, en fait, c'est une somme de petits effets Vasarely comme ça qui ont lieu autour de chaque vaisseau sanguin. Je ne sais pas si c'est clair, mais l'étonnement pour nous, ça a été de se rendre compte que un artiste avait mis en œuvre un phénomène comme ça dans une œuvre d'art 40 ans avant qu'on le voie dans un vaisseau sanguin. Alors, ce n'est pas évident, mais si vous regardez ici les capillaires, ils deviennent ça. Ici, en fait, ils ont été dilatés, un peu comme dans l'effet Vasarely, et avec des techniques complexes d'ombroscopie, on peut voir toutes ces petites cloques collées les unes aux autres, qui sont autant de minuscules effets Vasarely. Voilà, donc c'est une façon d'illustrer que les formes des phénomènes et les formes de l'imaginaire, finalement, se retrouvent, que donc peut-être il y a une universalité, ou en tout cas un nombre réduit de patterns, et que parfois même les artistes sont un peu en avance sur les scientifiques. Voilà. Merci Vincent. Maintenant, on a parlé de la morphogénèse en physique, mais on sait que dans le vivant, peut-être il y a d'autres choses qui génèrent les formes, il y a d'autres mécanismes qui peuvent être peut-être importants pour la génération des formes. Et bien sûr, il y a le génome et l'évolution. Et donc, je vais donner la parole à Xavier, qui va nous parler de cette discipline, l'évo-dévo, et donc de ce rôle-là dans la naissance des formes. Alors, moi, je suis un biologiste moléculaire, donc je vais vous donner un regard assez différent. Bien sûr, je me positionne dans le cadre de la théorie darwinienne de l'évolution, et mon propos concerne le fait qu'en fait, chaque organisme est le résultat d'une longue évolution, bien entendu, et que les organismes d'aujourd'hui ont gardé une trace du passé, forcément. Alors, il y a un artiste que j'ai trouvé, que je ne connaissais pas, qui a eu une phrase qui va illustrer un peu ce propos. Il a écrit qu'un organisme
l'organisme vivant est mémorisé dans sa matière, en fait. Et il s'amuse à reconstituer, en gros, l'historicité de certains arbres en allant creuser à l'intérieur de ces arbres. Alors, ça illustre un peu le propos que je vais avoir. Alors, j'ai l'intention de montrer un ou deux résultats expérimentaux pour vous montrer un petit peu comment on procède. Mais avant ça, j'ai besoin de vous montrer, de donner 2-3 notions. La première chose, c'est que si on regarde les vertébrés, vous voyez qu'ils ont une conception un peu modulaire. Les vertébrés, ils ont des vertèbres, ces vertèbres sont répétées un certain nombre de fois, plus de 100 fois chez certains serpents, et puis chez nous, chez tous les mammifères, par exemple, on a 7 cervicales, hein, c'est vrai chez le dauphin, la baleine, et c'est vrai aussi chez nous. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que cette conception modulaire, elle concerne aussi tous les arthropodes, tous les insectes, les crustacés, ils sont formés de segments, et ces segments, ils peuvent être modifiés, répétés, réutilisés, etc. Alors, ensuite, si on considère ce premier point, il faut envisager des transitions. Il faut essayer de comprendre comment on peut passer d'une forme à une autre. Et vous voyez, il y a un scénario qui est indiqué un peu sur la gauche en bas, qui à partir du répertoire paléontologique, hein, on sait que l'ancêtre des arthropodes, il était segmenté déjà, et il avait plein de pattes. Et avec cet ancêtre, si vous voulez, il faut qu'on imagine des transitions pour passer à un arthropode qui avait plein de pattes, à une insecte qui a plus que 6 pattes, et puis qui a des ailes, etc., et un abdomen où il n'y a plus de pattes. Ouais. Alors, comment on procède? Alors, avant de donner un petit peu des arguments expérimentaux, il y avait des observations qui ont été faites, pas si anciennes que ça, notamment par Albrecht, qui avait publié un livre qui s'appelle « La logique des monstres ». En fait, il avait étudié les malformations dans la nature qu'il observait. Ça peut concerner les vertébrés, mais ça peut concerner plein d'autres bestioles, en fait. Et il avait dit que, grosso modo, malheureusement, je vous montre quelques monstres qu'il avait observés. Et il avait dit qu'il y avait des formes possibles qui pouvaient apparaître dans la nature, mais que ces formes, il y avait une discontinuité de formes, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des formes possibles, mais toutes les formes n'étaient pas possibles. Et ça, c'est un peu différent de ce que font les artistes, si vous voulez. Vous voyez, quand vous pouvez avoir une fusion de 2 têtes, heureusement, ça n'arrive pas fréquemment. Par contre, 3 têtes, ça se trouve jamais dans la nature. Vous pouvez avoir un œil mal placé, mais cet œil, il ne sera jamais sur un thorax ou à l'intérieur d'une main, hein, comme la mythologie nous le montre sur les figures d'en bas. Donc il y avait une contrainte de liberté intrinsèque au vivant, en quelque sorte, si vous voulez. Et ça suggérait aussi qu'il y avait un mécanisme sous-jacent, en fait, pour la forme, un mécanisme intrinsèque au vivant. Alors, grâce à la génétique du développement, hein, depuis les années 80, on sait maintenant, on connaît les gènes du développement, grosso modo, hein, pour simplifier. Et c'est grâce à la drosophile qu'on les a découverts. Et ils ont un certain nombre de propriétés, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ils déterminent l'identité, grosso modo, des segments d'un animal dans l'axe rostrocaudal. Et on sait aussi, ça c'est les données de séquençage qui nous le disent, et les données expérimentales aussi nous disent, que ce système de gènes de développement, enfin il y a des systèmes de gènes de développement qui sont très très conservés, et notamment tous les animaux qui ont une symétrie bilatérale utilisent de près ou de loin des gènes apparentés ou similaires en tout cas, ou qui ont une origine commune en tout cas. Alors, on sait manipuler maintenant, et c'est grâce à ça, à ces manipulations qu'on comprend leur fonction. Hein. Je en montre juste une sur le côté gauche ici. On est capable de modifier la manière dont le gène va s'exprimer dans le temps, ou dans l'espace. Et quand on fait ça, on fait ce qu'on appelle des transformations méotiques. Ici, vous avez un exemple de transformation, c'est fait chez une souris transgénique, où vous avez transformé les lombaires en thoraciques, juste en modifiant la durée ou le lieu d'expression d'un gène. Alors, si on continue ce raisonnement-là, en fait, on peut considérer, les multiples études nous montrent maintenant qu'on peut considérer qu'en faisant varier les domaines d'expression de ces gènes, il y a une corrélation avec l'organisation des organismes et la manière dont ces gènes sont exprimés. En fait, c'est ce que montre un peu cette diapositive.
Donc vous avez des segments d'animaux pour lesquels correspondent des régions d'expression des gènes, en fait. Alors les choses ne sont pas toujours aussi simples que ça, et c'est là que je vais vous montrer peut-être une des expériences. Voilà. Là, on va se focaliser que sur les deux d'en haut, c'est un petit peu compliqué, je suis un peu désolé. Mais vous avez un insecte avec un abdomen où il n'y a pas de pattes, voyez, et en dessous, vous avez un crustacé où il y a des pattes sur tout le segment du tronc, hein, sur le thorax et sur tout le tronc. Et en couleur, vous avez les régions d'expression des gènes. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre les régions d'expression des gènes, hein, entre le crustacé et la drosophile. Les deux gènes qui sont mentionnés ici, je ne vais pas les citer, qui sont le bleu et le noir, si vous voulez, sont exprimés de manière similaire. Donc il y a quelque chose de supplémentaire, en fait, qui oblige qui pose question, en fait, pour expliquer pourquoi la drosophile n'a pas de pattes sur l'abdomen, alors que le crustacé il a des pattes sur tout le tronc. Alors on fait un petit peu de... Alors c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Je vous montre, il y a un gène vert et un gène rouge, si vous voulez, c'est des embryons de drosophile. Le gène vert, vous avez 3 points, et ces 3 points, c'est les primordiums des pattes, c'est-à-dire les régions qui vont donner les pattes. Et vous voyez, le gène rouge, il est exprimé à un endroit complètement indépendant. Et à un endroit où finalement, il n'y aura jamais de pattes. Donc vous pouvez vous poser la question de savoir, expérimentalement, si vous exprimiez partout le gène rouge, c'est-à-dire de manière ectopique, est-ce que les pattes, est-ce que le rouge va pouvoir empêcher le développement du vert, en fait, si je parle simplement. Alors ça, on peut le faire expérimentalement. Voilà. Vous voyez, la deuxième ligne ici, vous avez une drosophile où le gène rouge a été exprimé partout. Et vous vous demandez est-ce que le gène vert est maintenu. Et ce n'est pas le cas. Vous voyez, sur la photo de gauche, vous avez quasiment plus de vert. Ça veut dire que si vous exprimez le rouge partout, le vert va disparaître. Maintenant, vous pouvez faire la même expérience en prenant la protéine, enfin le gène du crustacé. Et vous regardez si ce gène du crustacé il est capable de faire la même chose chez la drosophile. Donc vous faites une drosophile avec un gène de crustacé, et puis vous vous demandez est-ce que les pattes vont disparaître, parce que c'est ce qui se passe si vous exprimez le gène de drosophile de manière anormale. Et bien la réponse est non, en fait. Vous voyez très bien que la ligne d'en bas, quand vous exprimez le gène d'Artemia ici, c'est un crustacé, ben les pattes, elles persistent. Donc le gène de drosophile, il peut inhiber la formation de pattes sur l'abdomen, mais le gène de crustacé n'est pas capable de le faire, en fait. Et donc ça nous oblige à repenser un petit peu l'évolution à la lecture de ces expériences, en fait. Alors je vous donne, si j'ai encore 2 minutes, je peux donner un deuxième exemple. Alors contrairement à ce qui concerne les vertébrés cette fois, ça concerne les serpents. Alors contrairement à ce que beaucoup pensent, en fait les serpents avaient des pattes, enfin, l'ancêtre des serpents et des tétrapodes avait des pattes, et les serpents, grosso modo, les ont perdus au cours de l'évolution. Et si vous regardez, maintenant ce qui est possible de faire, c'est d'aligner les séquences d'ADN. Et comme on connaît les gènes impliqués dans le développement des pattes, on peut regarder comment ces séquences ont changé. Vous voyez. Et donc vous avez l'homme, la souris, les dauphins, les mammifères, puis le poulet. Et puis vous avez les séquences du boa, du python, de la vipère. Vous voyez. Et chez les serpents, ce qu'on observe, ce qui a été trouvé, c'est qu'il manquait 17 lettres dans l'ADN. Et ces 17 lettres-là, c'est ce qu'on appelle une délection spécifique aux serpents. Et on s'est dit, comme c'était un endroit très important pour le développement des pattes, peut-être que c'est à cause de ça que les serpents ont perdu les pattes. Alors le problème, c'est que ces animaux ils se sont séparés il y a très longtemps. Donc il faut trouver un moyen expérimental pour tester cette hypothèse. Alors voilà ce qui a été fait. Là, c'est un petit peu compliqué, encore une fois, mais je vais essayer d'être simple. Mais en fait, ce qui a été fait, c'est que vous substituez le gène de la souris par le gène du serpent, en fait. Vous voyez, les séquences de souris, vous l'enlevez, et à la place, vous mettez la séquence du serpent. Vous faites une souris avec un gène de serpent. Et voilà ce qui peut se passer, en fait,
Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous faites une souris pour qui est serpentisée, en gros, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de pattes. Donc, on ne pouvait pas préjuger du résultat. Hein, ça n'a pas été fait dans mon laboratoire, hein, c'est un groupe aux États-Unis qui a fait ça. Voilà, et là encore, en fait, ça vous montre, que des événements, des micro-événements dans l'ADN, en fait, peuvent avoir des conséquences morphologiques extrêmement lourdes. Hein, et ça oblige aussi à repenser les scénarios évolutifs. Alors, bien sûr, ce n'est pas aussi simple que ça, hein, je suis obligé de simplifier le propos. Et ce qu'il faut aussi considérer, c'est que les séquences, elles sont par essence, elles vont évoluer, c'est-à-dire que dans le génome de chaque organisme, il y a un potentiel de modification pour l'avenir, en fait, aussi. Voilà. Merci Xavier. On va passer maintenant la parole à Amélie, qui va nous expliquer quels sont les processus qui donnent naissance à une forme artistique. On va encore changer. Je vais commencer par un petit préambule aussi pour essayer d'expliquer quand même comment les choses sont arrivées dans mon travail. Alors au départ, c'était un moment où je me posais des questions en rapport avec l'espace et je voulais représenter quelque part un espace noué. Alors pour ce faire, je me suis intéressée aux nœuds et il se fait qu'il y a des représentations traditionnelles, je dirais, de nœuds que tout le monde, je crois, connaît, les enluminures par exemple. Donc si on voit des enluminures, le livre de Kells par exemple, des moines irlandais à peu près du 9e siècle, les lettres sont quasi camouflées dans des entrelacs. Et il y a un mathématicien qui s'appelle Gilles Châtelet disait que la fonction de ces entrelacs n'était pas seulement ou pas tellement ornementale, mais qu'elles avaient, je dirais, une fonction d'attirer l'attention du lecteur vers une certaine opacité du texte et donc de la lettre, du signe si vous voulez. Et donc tout d'un coup, ce que ça montre, c'est que l'image a une réalité. Ce n'est pas l'image de la réalité, c'est de prendre les choses du côté de l'image qui aurait une réalité. Alors, donc, je me suis rendu compte que pour avancer dans ces histoires de nœuds, je me suis mis à manipuler des nœuds avec ce que j'avais dans l'atelier, c'est-à-dire du papier. Du papier et puis accessoirement du grillage à poules parce que ça avait une certaine rigidité différente de celle du papier. Donc ça, ce sont quelques petites recherches, je dirais, autour des nœuds au début de ma pratique. Enfin, j'en ai fait tout au long, en fait. Là, il y a des choses anciennes et puis il y a des choses plus récentes qui sont... C'est pas chronologique. Assez vite, j'ai pris beaucoup d'intérêt à nouer ces bandes et de me rendre compte que la transformation, elle était assez radicale par rapport à l'idée de dessiner sur une feuille de papier. Enfin, ce qui est venu assez vite, c'est qu'il fallait que le dessin, ça devienne le nœud. Et que l'objet topologique, je dirais, il allait prendre la place du dessin. Donc c'est un peu extraordinaire pour un dessinateur. Tout d'un coup, je ne sais pas, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est une bande de Möbius. Et donc, évidemment, la tentation était grande de nouer ces bandes de papier en rendant ces feuilles de papier, si vous voulez, unilatérales. Donc, en mettant en continuité le dos de la face avec le devant de la face. Et donc là, je me retrouve avec une surface enroulée que moi je ne considère pas tout à fait comme un volume. Bien sûr, elle se présente comme un volume, mais je veux dire, vraiment, le chemin, c'est de partir du dessin et de la feuille de papier et de se rendre compte que la feuille n'est plus une donnée, je veux dire, voilà, a priori, quoi. Elle est déjà modifiée dès le premier geste. Alors, je vais vous parler par rapport à ces histoires de morphogenèse et d'émergence de la forme d'une série. Tous ces nœuds, mathématiquement, en fait, on n'arrive pas bien à mathématiser les nœuds. Ça résiste un peu à la mathématisation. Mais par contre, on peut effectivement les dessiner et les manipuler. Et donc, pour m'y retrouver, à un moment donné,
j'ai fixé un invariant, c'est-à-dire que j'ai trouvé un nœud que je pouvais répéter, mais si vous voulez, en répétant ce nouage, malgré tout, il y avait des tas de variations de forme suivant par où le point de vue. Il y a plein de fausses boucles quand on fait un nœud, c'est-à-dire que si tout d'un coup, simplement, il y a un entrecroisement de brins avec une torsion, si on manipule le nœud, on peut défaire cette boucle sans couper dans le nœud. Donc, enfin, ça va avoir avec ces questions-là. Donc, d'où la nécessité, si vous voulez, au moment où je nouais la bande de papier, de connaître le parcours du nouage. Et donc, c'est comme ça que j'ai choisi un nouage qui était quand même un peu simple, mais pas tout à fait évident comme l'est la bande de Möbius. Et donc, j'ai simplement pris un nœud de 8, donc ça fait un peu une forme un peu symétrique de chaque brin qui passe dans une boucle, et puis je les refermais de façon möbienne. Alors là, la série dont vous voyez une première pièce, c'est une bande de calque qui est au départ, donc avant qu'elle ne soit nouée. Il y a une couleur qui est appliquée sur une des faces du calque. Comme c'est transparent, je dirais qu'il y a une face qui est noire, et ça se voit mieux sur l'objet suivant, il y a une face qui est mate, qui a l'air plus grisée, par transparence. Donc, et puis, pour augmenter, je dirais, l'élasticité, la souplesse de la bande de calque, je l'ai incisée sur toute sa longueur. Et j'ai commencé par répéter. Alors, ce que je voulais voir, c'était que devenait cette forme en jouant sur le moins, je dirais, de variantes possibles. Et donc là, l'idée, c'était de partir avec plusieurs bandes de la même longueur, de la même largeur, traitées de la même façon, nouées de la même façon, mais où les différences allaient se lire uniquement à l'accrochage. Et donc la contrainte, c'était le moment d'accrochage avec la négociation entre l'élasticité de la bande, les points d'accroche et bien sûr la gravitation. Et assez vite, en répétant la chose, je me rendais compte que de toute façon, à chaque accrochage, jamais je n'arrive à répéter une forme de façon identique, si vous voulez. Ça se rejoue à chaque fois. Donc il y a une espèce de réservoir de forme à l'intérieur de la série elle-même. Alors bon, il faut quand même bien s'arrêter quelque part, et comme je partais de ce nœud que j'appelle un nœud de 8, je me suis dit que j'allais faire 8 colonnes par 8 lignes de ces objets. Et en sachant qu'à chaque accrochage, c'est un combat avec... c'est presque des petits animaux, entre guillemets, parce qu'ils sont pleins de ressorts, ils me sautent un peu à la figure, enfin ça se décroche très facilement, parce que la façon de les accrocher au mur, ce sont des punaises qui se glissent, je dirais, comme dans une boutonnière au mur. Encore du temps ou j'ai plus de temps? Encore. Alors, bon, il y a aussi quelque chose qui se joue du côté de l'engendrement, qui se passe en fait, je dirais, dans l'histoire même du travail au sens large, et comment ça s'enchaîne d'un travail à l'autre. Et donc, les objets que vous avez vus précédemment, le même nouage peut être utilisé, déposé, dans le noir, sur un papier photosensible, et faire ce qu'on appelle un photogramme, c'est-à-dire que dans le noir, j'éclaire la forme. Là où la forme fait obstacle à la lumière, le papier reste clair ou blanc, et là où la lumière passe sans obstacle, il noircit au moment où on passe le papier photo dans le révélateur, etc. Et donc, mais voilà ce que ça donnait, ces objets photogrammés, si je peux dire. Et ce qui est un peu étrange aussi, c'est que ma première sensation quand sont apparus les objets précédents noirs, c'est qu'ils évoquaient à la fois une chevelure, à la fois un miroir noir, enfin il y avait quelque chose de l'ordre de la forme concave, convexe, quelque chose qui m'évoquait le bouclier ou le miroir. Ceci m'évoquait des formes, je dirais, d'organismes marins photoluminescents, et la méduse est venue assez vite par le côté informe de l'objet lui-même lorsqu'il n'est pas en tension au mur.
Et donc, j'ai commencé à me raconter des histoires, ce qui a donné le nom de la pièce précédente, qui s'appelle Percée 8 par 8 par 8, par exemple. C'est un peu compliqué, mais bon, tout ça pour faire référence au récit mythologique qui met en jeu la Gorgone avec sa chevelure noire, qui est une figure aussi dans le bassin méditerranéen qui se rattache, je dirais, à l'effroi que peut susciter le sexe féminin. Il y a quelque chose de la fente, enfin, il y a quelque chose d'un petit peu sexuel qui est convoqué, je crois, par ces objets. Il y a quelque chose du regard, de la fossilisation, enfin, dans l'exposition, bon, là, je crois que je suis un peu confuse, mais pour ceux qui ont vu, ou si on passera dans l'exposition plus tard dans la journée, ces objets sont présentés aussi proches de fossiles. Et donc la pétrification, enfin le fossile, c'est une pétrification. Enfin, il y a comme ça tout un réseau de sens qui petit à petit s'est construit, je dirais, mais avec le travail, à mesure que le travail se fait. Enfin, tout ça pour conclure, je crois qu'il est temps, sur le fait que, bon voilà, une forme advient, les formes apparaissent, c'est de ce côté-là que ça m'intéresse, mais en même temps, ce n'est pas qu'une apparition, c'est aussi un sens. Merci Amélie. J'ai pas très bien gardé le compte du temps, je suis désolée. Donc je pense qu'on a encore du temps, bien sûr. On va essayer de discuter un peu entre nous. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a des questions par rapport aux présentations qu'on a entendues. Je peux te poser une question. Tu parlais de l'apparition presque de la forme, là, pour terminer. Moi, je travaille dans les formes depuis assez longtemps, et on a quand même une espèce de sentiment que les formes sont presque déjà là, et qu'elles attendent qu'on les découvre. On ne les connaît pas encore, il va y avoir une surprise. Mais quand on cherche en physique, on est quand même un peu animé par une espèce de, je ne sais pas de destin ou de sentiment qu'il y a quelque chose à trouver, que ça va être là, qu'on va mettre la main dessus. Est-ce que quand tu fais tes œuvres, tu as une sensation comme ça d'être happé ou appelé par quelque chose qui va arriver, qui a l'air d'être déjà là alors qu'il est incréé? Je dirais que ce qui me conduit, c'est toujours d'abord un contact avec un matériau. Et effectivement, je crois qu'il y a des tas de contraintes qui sont liées déjà. Enfin, ce que je dis souvent, c'est que le dessin a plus à voir avec un début qu'une fin, parce que la feuille de papier, quelque part, enfin bon, d'abord historiquement, le dessin, c'était souvent l'esquisse, etc. Mais même, il y a cette espèce de matériau qui est là à l'origine, qui est la feuille de papier, et comment est-ce qu'elle-même est une question, et comment est-ce qu'elle-même, je veux dire, elle se chiffonne, elle se plie, enfin, les gestes possibles, ils sont forcément liés avec un espèce de contexte, enfin, avec ce qu'on met sur la table. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est par rapport à, je crois, au dessin, c'est que ce qu'il y a sur la table au départ, c'est quand même très peu de choses, et en même temps, c'est très actif. Une feuille de dessin, si tu la mouilles, elle gondole, elle bouge, elle est réactive. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à ta question, mais... Un tout petit peu. En fait, ça évoque le fait que la matière elle-même, donc moi je parlais de la plasticité, c'est un terme en art aussi, la plasticité, et j'ai l'impression qu'il y a une rematérialisation et de la biologie, peut-être, et de l'art, et de la physique, c'est-à-dire que la matière elle-même, elle génère des possibles. Alors les phénomènes, ils ont des possibles limités, l'imagination est peut-être moins limitée, mais même sans être limitée, la matière inflige des contraintes quand même. Oui, oui, et c'est pas que la matière, je crois aussi que on se donne des contraintes parce que c'est ce qui arrive à faire émerger des singularités. Je crois qu'en art, on a un intérêt pour la différence quelque part, et donc de façon étrange, c'est parce que j'essayais de partir absolument de la même chose,
que ça permet de montrer comment de la différence, où se glisse la différence. Je ne sais pas, j'imagine que ça fait peut-être écho pour vous. Oui, il me semble aussi que pour Xavier, il me semble qu'il avait mentionné dans son énoncé, ou alors peut-être dans nos discussions antérieures, que pas toutes les formes étaient possibles, qu'il y avait quelque chose comme ça, Xavier. Dans le vivant, moi ce qui fait écho à ce que dit Amélie, c'est le réservoir de formes. Et dans mon propos, en fait, je suggère qu'il y a un réservoir, mais qui n'est pas indéfini. Il y a un réservoir limité. Mais après on peut, la singularité en biologie, ça serait peut-être l'individu, vous voyez. Mais si on prend plusieurs individus d'une même espèce, ils n'auront pas la même forme, en fait. Des fois, c'est très léger comme variation. Par contre, il y a des cas où des individus d'une même espèce qui n'ont pas du tout connu la même histoire auront des formes complètement différentes. On connaît des puces d'eau, si vous mettez les prédateurs, eh ben, elles n'auront pas du tout la même forme que s'il n'y a pas les prédateurs. Selon le régime alimentaire, elles n'auront pas la même forme non plus. Selon, si vous mettez des œufs de tortue à 25, eh ben, il y aura des mâles, et si vous les mettez à une autre température, il y aura des femelles. Vous voyez. Donc il y a vraiment il y a un réservoir, alors c'est un processus en biologie, on appelle ça le polyphénisme, c'est-à-dire que des fois le même génome, eh ben, selon les contextes, il peut donner naissance à une forme qui est complètement différente d'une autre. En fait. L'autre exemple que je donne souvent, c'est les abeilles. Si vous prenez un œuf d'abeille fécondé, potentiellement, tous peuvent faire une reine, sauf que si cette larve n'est pas nourrie avec la gelée royale et pas pondue dans une cellule de reine, eh ben, ça fera une ouvrière. Mais potentiellement, tous les œufs de la colonie qui sont fécondés, parce que les mâles, c'est des œufs non fécondés chez les abeilles, tous les œufs fécondés ont les mêmes potentialités au départ, sauf que il n'y aura qu'une seule reine. On a quand même l'impression que malgré la modularité, il y a quand même, je dirais, un caractère global à la morphogénèse que peut-être il n'y a pas en art. C'est par exemple la patte, la souris sans pattes, c'est la souris sans pattes, les quatre pattes. Et je ne pense pas qu'il y aurait un gène qui enlèverait un quart de la patte avant gauche. Non, exactement. Donc, effectivement, les gènes impliqués dans le développement des... Alors ça, c'est particulièrement mieux étudié chez le poulet, parce que c'est la patte et l'aile. Et là, il y a l'identité aile qui n'est pas... qui fait appel à des gènes qui ne sont pas exactement les mêmes que pour l'identité patte. Mais il y a des expériences qui vous font malheureusement... où expérimentalement, on peut faire un poulet avec 4 ailes ou 4 cuisses.